Olivier de Scuter, bonsoir. Bonsoir. On vit dans un temps de polycrise, on l'entend à longueur de journée, mais on n'entend guère plus parler de la faim dans le monde. Pourtant, 830 millions d'enfants, hommes et femmes, en souffrent. Le fait qu'on n'en parle plus, est-ce qu'on a résigné ? Non, on est toujours dans une situation extrêmement périlleuse et des gens en famine sont de plus en plus nombreux en raison de conflits, de ruptures climatiques et ceci notamment dans la Corne de l'Afrique et dans des pays en grave crise humanitaire comme le Yémen ou l'Afghanistan. Donc on a encore cette priorité à l'agenda international. Et ceci en dépit du fait qu'on a à l'échelle mondiale une production tout à fait suffisante pour nourrir une population de 8 milliards. On a encore 1/10 de cette population qui ne parvient pas à se nourrir décemment et on a encore 230 millions de personnes environ qui risquent aujourd'hui même la famine. Donc c'est une question qui ne disparaît pas de l'agenda politique. Donc on pourrait l'éradiquer théoriquement ? Oui, absolument. Alors il faut distinguer différentes raisons pour lesquelles les personnes ne parviennent pas à se nourrir décemment. Il y a d'un côté des famines provoquées par des phénomènes comme des sécheresses, des inondations, des conflits, des déplacements de population contre lesquels il est difficile d'agir dans des régions en crise, sauf par l'aide humanitaire. Et puis, il y a la faim structurelle qui résulte d'un pouvoir d'achat insuffisant, d'un grand nombre de personnes qui n'ont pas accès à la protection sociale, que les gouvernements ne soutiennent pas par des mesures qui garantissent un salaire décent et l'accès au travail. Et c'est sur ces personnes-là, notamment, qu'on peut agir en universalisant la protection sociale et en faisant de la lutte contre la pauvreté une priorité. Mais pour l'instant, on a encore du mal à nourrir les 8 milliards. De 2050, on sera 9 milliards de bouches à nourrir. Est-ce possible de les nourrir sans radicalement changer aussi nos méthodes de production ? Alors, on a depuis 50 ans mis sur pied des méthodes de production qu'on appelle de la révolution verte, c'est-à-dire qu'on utilise des intrants, pesticides et engrais, une mécanisation importante, une irrigation à grande échelle, des semences améliorées pour des rendements meilleurs. Et ces technologies, la révolution verte, ont permis d'augmenter la production d'abord dans les pays riches depuis les années 1920 et puis dans les pays en développement depuis les années 50 et 60. Mais aujourd'hui, on est un peu au bout de ce système parce que cette révolution verte, elle a pollué les nappes phréatiques, les eaux, elle a pollué les sols en détruisant la vie biologique des sols, en détruisant la fertilité naturelle des sols. Et surtout, c'est une méthode de production qui a conduit à ce que l'on encourage les agriculteurs et agricultrices à aller vers des économies d'échelle, des rendements importants sur les grandes surfaces en monoculture, au détriment de la plus petite agriculture paysanne, qu'il faut soutenir parce que c'est là qu'on peut lutter contre la pauvreté rurale et c'est là qu'on peut donner des perspectives aux petits paysans. Mais quel levier contre les grands groupes qui investissent et qui défrichent notamment à grande échelle ? Écoutez, je crois que le problème majeur, c'est qu'on a beaucoup investi dans des méthodes de production qui permettaient de renforcer la compétitivité sur les marchés internationaux. Et on a encouragé dans beaucoup de pays les cultures dites de rente ou d'exportation. Par exemple, pour la production de coton, de cacao, de café, de caoutchouc, de tabac. Et ceci parce que ce sont, dans ces pays où la famine est présente, où l'insécurité alimentaire est importante, ce sont des pays qui ont une dette extérieure à rembourser, que la dette est libellée en dollars ou en euros, et qu'on ne va pas rembourser cette dette en produisant de la patate douce, de l'igname ou du sorgho. Et donc on a désinvesti dans les cultures vivrières permettant de nourrir les populations locales, et on a surinvesti, pourrait-on dire, dans des cultures d'exportation qui enrichissent le secteur de l'agroexport, enrichissent quelques grandes entreprises, mais ne sont pas de nature à stimuler le développement rural et conduisent beaucoup de petits paysans à migrer vers les villes en désespoir de cause. Est-ce qu'on sait mesurer l'impact de la production agraire et de toute la chaîne alimentaire sur les émissions de CO2 et la destruction des ressources naturelles ? Oui, alors on a des estimations qui, à l'échelle mondiale, conduisent à la conclusion qu'environ 12-13% des émissions à l'échelle mondiale viennent de l'agriculture en tant que telle, ce qui se passe à l'échelle de la parcelle cultivée. Mais les systèmes alimentaires en général, si on inclut toute la
fabrication de pesticides et d'engrais, si on inclut la transformation des matières premières agricoles, la conservation tout au long de la chaîne, l'empaquetage, le transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine qui sont le résultat de nos systèmes agroalimentaires. Donc c'est très considérable. Et en allant vers des systèmes agroalimentaires qui sont plus économes en ressources, qui dépendent moins des énergies fossiles, qui recourent bien plus à des méthodes agroécologiques, on peut très nettement diminuer l'impact de notre alimentation sur les émissions de gaz à effet de serre, et on peut d'ailleurs beaucoup mieux préserver l'agrobiodiversité, parce que celle-ci est très fortement menacée par le développement des monocultures depuis 50 ans. Là, vous avez parlé du produire comment. L'autre question, c'est quoi produire. Et quand on voit maintenant l'efficience, quand on prend une production végétale, on voit qu'il y a grosso modo la moitié qui sert à la consommation directe par l'homme, un bon tiers qui sert à l'élevage. Et là, il y a une grande perdition en énergie, en calories. C'est pas très efficient. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors plus de végétal, beaucoup moins d'élevage ? Oui, et puis une partie de la production végétale, notamment de soja, de maïs, sert maintenant pour les agrocarburants. Ouais. Et c'est vrai dans l'Union européenne, avec la betterave, avec le colza, par exemple, qui de plus en plus fournit ces filières-là. Donc, on n'est effectivement pas dans une situation où l'utilisation des ressources est la plus efficiente. Dans n'importe quelle autre industrie, ce serait impensable. On dirait que c'est de la folie, quelque part. Oui, et d'autant plus qu'on perd une part importante de ce que l'on produit. Donc, il y a à lutter contre le gaspillage et les pertes tout au long de la chaîne alimentaire. Mais sur la question spécifique de l'alimentation du bétail que vous évoquez dans votre question, je crois qu'il faut distinguer, je dirais, deux types d'élevage. Il y a d'abord l'élevage intensif, en batterie, où les animaux sont nourris essentiellement par des plantes fourragères que l'on produit pour cela, notamment le maïs ou le soja. Et puis, il y a un élevage beaucoup plus extensif, où les animaux essentiellement sont nourris à l'herbe et au foin, passent 8-9 mois par an dehors, dans les pâturages. Et cet élevage extensif-là, il est en fait beaucoup plus soutenable. Et d'ailleurs, les déjections des animaux servent à fertiliser les sols de manière telle que pour l'entretien des paysages et des pâturages, il est très important d'avoir ce type d'élevage-là. Donc, je pense qu'il faut être nuancé sur cette question de la viande. Je crois que nous consommons dans les pays riches trop de viande et l'on a certainement à aller vers des régimes qui sont davantage fondés sur des plantes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la viande de nos menus, et ça ne veut certainement pas dire que tout le monde doit devenir végétarien, parce que ce serait problématique dans des systèmes agroécologiques de devoir se passer de l'élevage. Ce n'est pas possible. Et on ne devrait pas changer complètement ce qu'on fait au Luxembourg, parce qu'ici, dans ce petit pays, on a beaucoup mis l'accent sur l'élevage. Oui, alors on a dans l'Union européenne différentes pratiques d'élevage. L'élevage pratiqué au Luxembourg, en Wallonie ou en France n'est pas comparable à l'élevage pratiqué au Danemark ou en Allemagne, par exemple, où on a des méthodes beaucoup plus intensives de production de viande et où c'est beaucoup moins soutenable. Donc on doit aller vers, non pas l'abolition de la viande, mais vers une viande meilleure, produite de manière plus durable, et qui sert à l'entretien des pâturages et des paysages. Je rappelle d'ailleurs que les pâtures où les bêtes vont paître et se nourrir à l'herbe sont des stocks de carbone extrêmement importants. Si l'on devait transformer tous ces pâturages en lieux de culture, ce serait dramatique et cela conduirait à des émissions importantes de dioxyde de carbone. Parce que ça libérerait du coup... Absolument. Une autre possibilité pour augmenter la productivité, c'est la génétique, la manipulation génétique. Comment la voyez-vous ? Alors, écoutez, il y a eu longtemps un débat sur les dangers pour la santé des OGM et le débat est compliqué parce que le vrai problème des OGM qu'on a pu documenter, c'est qu'ils sont combinés à l'utilisation de certains pesticides. Les plantes OGM
étant précisément faite pour résister à certains pesticides. Donc c'est l'usage massif de pesticides qui notamment a des impacts extrêmement problématiques pour la santé. Je pense notamment au glyphosate, dont il est scandaleux qu'il ait été réautorisé encore récemment par l'Union européenne. Mais un autre impact des OGM, si vous voulez, c'est le type de culture que cela encourage. Ça encourage des grandes monocultures, ça encourage une production de masse, sous prétexte de faire du volume, et c'est, pour la santé des sols, quelque chose d'extrêmement problématique. Donc, quelles que soient les conclusions auxquelles l'on aboutit du point de vue des impacts sur la santé des OGM comme tels, et je répète, c'est principalement le problème des pesticides pour la santé, ce qui est tout à fait clair, c'est que c'est une méthode non durable de culture qui est encouragée par le recours à des plantes génétiquement modifiées. L'Union européenne s'est dotée d'une stratégie soi-disant From Farm to Fork, donc justement durable. Vous venez de parler des pesticides. Là, il y a marqué une diminution des pesticides jusqu'en 2030. C'est pour demain quasiment de 50%. Quand on entend la réautorisation du glyphosate, on en est loin. Alors, à quoi sert une stratégie si on ne s'y tient pas ? Oui, tout à fait. Donc, la stratégie alimentaire annoncée par la Commission européenne en mai 2020, approuvée par les États membres et par le Parlement européen en octobre 2020, prévoit de réduire de 50% pesticides et engrais chimiques à l'horizon 2030, et aussi de faire passer 25% des terres cultivées dans l'Union européenne en agriculture biologique. C'est très important, et je suis très heureux que la Commission européenne prétende garder le cap. Mais, sur la question du glyphosate, on est en train d'échouer complètement. En fait, chaque fois qu'il faut réautoriser le glyphosate, on nous dit il n'y a pas d'alternative, les agriculteurs et les agricultrices ne sont pas prêts, mais il faut les y aider, et il aurait fallu dès 2016, la dernière fois qu'on a réautorisé le glyphosate pour 5 ans, il aurait fallu préparer la transition pour qu'on ne vienne pas nous dire de nouveau, maintenant, en 2022-2023, on vient de réautoriser le glyphosate en disant de nouveau on n'a pas d'alternative. C'est parce qu'on n'a pas travaillé dans l'intervalle à créer des alternatives. Il en existe. On peut se passer du glyphosate. Une étude récente de Pesticide Action Network Europe le montre, mais les politiques doivent prendre les responsabilités et préparer le monde agricole à cette révolution. Mais est-ce que ce sont les agriculteurs qui ne sont pas prêts, les politiciens qui ne font pas le devoir, ou est-ce que c'est le poids des lobbies ? Tout cela joue un rôle. Il est très clair que si on n'aide pas le monde agricole à opérer sa mue pour réduire l'usage de pesticides et d'engrais azotés, donc la dépendance à l'égard des énergies fossiles, cela va être très difficile de créer du changement. Et les politiques ne peuvent pas imposer au monde agricole, qui déjà a beaucoup de mal à survivre, des changements qui ne sont pas accompagnés. Mais ces changements, il faut effectivement les aider. Ça passe par la formation, ça passe par un soutien financier pendant 3-4 ans, tandis que le cultivateur, la cultivatrice passe à des méthodes de production plus durables pendant lesquelles les rendements vont chuter, avant qu'un nouveau système soit mis en place. Cela passe aussi par des nouveaux circuits de commercialisation, de distribution, des circuits courts, de la vente directe du producteur au consommateur, pour donner aux agriculteurs et agricultrices qui recourent à l'agroécologie des débouchés pour leurs produits qu'ils ne vont pas trouver à travers les grandes firmes de l'agroalimentaire et à travers la grande distribution. Une des faiblesses de l'Europe, c'est aussi que, quelle que soit la beauté d'une stratégie, encore faut-il la mettre en œuvre, et les États membres ne sont pas tous au diapason, et c'est ça la grande faiblesse de l'Europe ? Oui, alors c'est vrai que les États membres ne sont pas tous enthousiastes à l'idée de changer de modèle agroalimentaire, mais la stratégie de la ferme à la table, From Farm to Fork, adoptée en mai 2020, elle a réuni autour d'elle un consensus. Et de toute manière, très honnêtement, Madame Hart, on n'a pas le choix. On doit changer aujourd'hui. Vous savez, 20% de la population en Europe souffre d'obésité. On a, depuis 30 ans, 2/3 des exploitations agricoles qui ont disparu parce qu'on ne soutient pas les exploitations de taille moyenne ou de petite taille. On a une érosion de la biodiversité qui est dramatique. On a une dépendance à l'égard du gaz et du pétrole pour notre production alimentaire terrible, et c'est cela qui explique l'inflation des prix alimentaires aujourd'hui. On doit changer de modèle, nous n'avons pas le choix. La question est de savoir si les crises successives
vont imposer des changements en dernière minute dans l'improvisation et dans l'urgence, ou bien si on se prépare au changement. Mais se préparer au changement, ça veut dire des stratégies pluriannuelles, ça veut dire une coordination des changements au niveau de la production et de la consommation, et ça veut dire des politiques qui sont transversales, qui concernent plusieurs secteurs, agriculture, environnement, santé, développement rural, tout ça doit changer ensemble. Comme vous le décrivez, l'idéal, ce serait au sein d'un gouvernement, quasiment un super ministère qui coordonne tout cela. La santé, l'environnement, l'agriculture, voire l'éducation, tout ça. Oui, c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture est un ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation au Luxembourg. C'est pour ça qu'en France, Marc Fesneau a pour mandat d'être ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et donc, je crois qu'il y a une reconnaissance que la question de l'alimentation ne peut pas se limiter à simplement soit la production, c'est-à-dire l'agriculture, soit la protection de la santé des consommateurs, soit le développement rural. Non, l'alimentation regroupe tout cela et la stratégie alimentaire de la ferme à la table que la Commission européenne a mis sur pied, a proposé comme partie du pacte vert annoncé en juillet 2019, cette stratégie alimentaire, c'est une politique transversale. Et c'est l'idée qu'il faut aller au-delà de la politique agricole commune qu'on a en Europe depuis le début des années 60 pour aller vers une politique alimentaire intégrée, transversale. Je pense que c'est extrêmement important. On a commencé l'interview par la famine. D'un autre côté, chez nous, il y a le gaspillage, un gaspillage extraordinaire qui est vraiment choquant. Quand on voit, on peut se demander quelle est notre relation à l'alimentation, parce qu'en Europe, on apporte moins que ce qu'on jette. On apporte 138 millions et on jette 153 millions, sont les chiffres de 2021. Et par tête de pipe, ça fait 170 kilos par an en moyenne. C'est de la folie pure, mais comment y remédier ? Oui, c'est compliqué. Alors, il y a différents facteurs de gaspillage et évidemment, ça suppose qu'on agisse sur ces différents facteurs. Je crois qu'une question clé, c'est l'information du consommateur, de la consommatrice, notamment autour des dates de péremption. Il y a aussi des gaspillages importants liés au volume que l'on vend et qui sont parfois trop importants de manière telle qu'on n'a tout simplement pas le temps de consommer avant que les biens ne soient plus comestibles. Mais les pertes les plus importantes, vous savez, c'est pas seulement au niveau du minage, c'est aussi au niveau de la transformation. Quand on a de la matière première agricole, des produits agricoles, et qu'on doit en faire des aliments qui sont délicieux et que les gens ont envie d'acheter sur les rayons du supermarché, il y a un processus de transformation où les pertes sont extrêmement importantes. Et donc là, il y a une responsabilité des acteurs de l'agroalimentaire de minimiser ces pertes-là, ces gaspillages-là, et aussi de ne pas jeter tous les légumes, les fruits qui ont des formes bizarres et sont qualifiés de moches et non attrayants pour les consommateurs. Donc je crois qu'il y a, pour les différents acteurs de la chaîne, il y a un vrai défi là à relever absolument. Et quand on parle de nourriture dans nos pays, il y a aussi le problème de la malbouffe, comme on le dit en français. C'est aussi beaucoup une question de pouvoir d'achat. On vit une inflation très forte qui est surtout extrêmement forte pour les denrées alimentaires. Donc ça touche encore plus ceux qui sont déjà au bas de l'échelle. Donc ça creuse les écarts. Et là, à nouveau, la question, comment remédier. Et surtout aussi, vous êtes expert, vous luttez pour une sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, est-ce quantitatif juste ou qualitatif aussi ? Écoutez, la question de la malbouffe affecte principalement les ménages à faible revenu et où les parents ont un niveau d'éducation plus faible. Alors, c'est en partie une question de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'il y a des produits hautement énergétiques et à faible valeur nutritive qui sont peu chers, alors que le bio, c'est très cher et inabordable pour beaucoup de familles. Mais vous savez, ce n'est pas le fond du problème. Parce que se nourrir avec des produits locaux, de saison, en consommant moins de viande et en cuisinant chez soi, cela n'est pas très cher, en fait. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Et c'est ça le problème principal que beaucoup de familles
en pauvreté, en précarité rencontrent, c'est qu'il faut du temps pour cuisiner. Il faut un accès à l'électricité parce que sinon on n'arrive pas à cuisiner chez soi. Beaucoup de familles aujourd'hui n'osent plus utiliser le four tant les factures ont augmenté et ne peuvent plus réchauffer les choses qu'au micro-ondes, etc. Et il faut aussi qu'une certaine culture alimentaire soit réhabilitée dans les ménages, alors que beaucoup de familles aujourd'hui perdent les savoirs culinaires et ne placent plus l'alimentation et le fait de cuisiner chez soi au centre de leur vie. Et puis, ce sont, dans bien des cas, des ménages défavorisés qui ont des longs temps de navette, du travail à la maison, où les horaires des différents membres du foyer sont non convergents, donc on n'a plus de repas ensemble. Ouais. Et donc, le fait de cuisiner chez soi des produits frais est une pratique qui est en train de se perdre. Et ça, c'est dramatique. Mais pas que pour les foyers défavorisés. Est-ce qu'il ne faudrait pas réapprendre quelque part le respect des aliments, aussi de ceux qui les produisent, et avoir un rapport à nouveau plus sain par rapport à notre alimentation ? Oui, absolument. Il faut absolument réhabiliter le fait de cuisiner, qui est souvent vu comme une corvée, comme une charge qui prend du temps. Mais en fait, quand c'est pratiqué ensemble, c'est une activité qui peut être extrêmement délassante et où on peut converser autour de ce que l'on prépare si l'on cuisine à plusieurs. Et c'est cette cuisine-là qu'il faut réhabiliter. Malheureusement, on a des modes de vie de plus en plus pressés, stressés. Les gens n'ont plus le temps. Ils se tournent vers les solutions les plus commodes. Au pire, ce sont les plats préparés qu'il suffit de mettre au four à micro-ondes. Et c'est effectivement une évolution qui est extrêmement problématique parce que les taux d'obésité ne cessent de grimper dans nos pays. Justement, vous venez de le dire, plus c'est transformé, plus souvent c'est gras, où il y a du sucre, où il y a encore d'autres problèmes qui sont cachés dedans. Donc c'est mauvais pour la santé. Mais la question, c'est est-ce la responsabilité individuelle que de veiller à manger sainement, ou est-ce que c'est une responsabilité que l'État a aussi envers ses citoyens ? Écoutez, l'État a une responsabilité importante. Les changements ne se feront pas spontanément si l'État ne fait pas quelque chose. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'arrêter que les prix montent. Aujourd'hui, si vous voulez, tous les coûts sociaux, sanitaires, environnementaux, de l'agriculture conventionnelle et de la nourriture industrielle ne sont pas du tout reflétés dans le prix que l'on paye pour les plats préparés que l'on achète, qui sont faciles à préparer, mais qui sont de faible valeur nutritive. À l'inverse, tous les services environnementaux que rendent les petits producteurs maraîchers, les agriculteurs, agricultrices qui suivent les bonnes pratiques agricoles, agroécologiques, ces services ne sont pas récompensés. Et donc on a ce paradoxe qu'il est beaucoup moins cher de manger mal, en nuisant à l'environnement, que de manger bien, en récompensant les producteurs qui ont les bonnes attitudes. Et donc, ceci doit changer. Et l'État peut le faire avec des outils fiscaux, avec des subventions qui ne sont plus simplement des subventions à l'hectare, récompensant les économies d'échelle. Et donc, il y a une responsabilité politique. Les gens ne vont pas changer spontanément si les signaux des prix ne changent pas. Et jusqu'où est-ce que l'État devrait aller aussi, jusque dans l'interdiction justement du trop gras, du trop sucré, ou est-ce que c'est imposer quelque chose dans le libre choix de chaque citoyen de ce qu'il met dans son assiette ? Oui. Alors, la solution commode que beaucoup d'États préfèrent, c'est donner une information meilleure aux personnes en pariant sur le fait qu'elles vont faire les bons choix. En fait, ça ne marche pas. Je veux dire par là que peu de gens ont la capacité de traiter toutes ces informations. C'est pour ça qu'une simplification de cette information, par exemple à travers le Nutri-Score, est quelque chose d'extrêmement positif, parce que cela permet de... C'est visuel, c'est immédiat. C'est visuel, c'est facile à comprendre, tout le monde peut s'emparer de cette information-là. Mais malheureusement, il n'y a pas de consensus au sein de l'Union européenne pour faire cela. Donc, s'en remettre à la responsabilité individuelle en disant « on va donner les informations », ça ne suffit pas. Il faut utiliser d'autres leviers. Donc, on a évoqué le levier des prix, mais il y a aussi la restauration collective. Passer par les écoles, les restaurants d'entreprise, toute l'alimentation qui est distribuée dans les administrations, ça peut être extrêmement important pour changer les cultures alimentaires, pour éduquer les enfants dès le plus jeune âge à la bonne alimentation. Ils vont ramener ces questions à la maison
Et dans les ménages aussi, la culture alimentaire peut changer si elle change à l'école. Et c'est d'autant plus important que l'école est un des rares lieux dans la société où se retrouvent tous les groupes socio-économiques, toutes les classes sociales. Et donc on peut toucher les milieux, même les plus précarisés, par une politique de repas scolaires sains, nutritifs, essentiellement au départ de la production locale, en donnant alors aux enfants une culture alimentaire qui peut permettre des comportements plus responsables également au sein des ménages. Donc il y a beaucoup de leviers que les politiques peuvent utiliser, mais on ne peut pas se contenter d'une information donnée aux consommateurs en espérant que ceux-ci vont faire le bon choix. Mais vous croyez toujours que le changement est possible malgré toutes les difficultés que vous venez d'énumérer ? Écoutez, je vois de plus en plus des États qui se dotent de politiques alimentaires, qui comprennent que les changements dans la production indispensables pour des raisons environnementales doivent être accompagnés de changements dans la consommation, qui comprennent les leviers dont ils disposent, la fiscalité, l'information, la restauration collective et les marchés publics, les obligations imposées aux firmes de l'agroalimentaire, y compris dans leurs négociations avec les producteurs. Donc, il y a toute une série de choses qui sont en train de se faire. Et il y a une demande du public pour des systèmes alimentaires plus territorialisés, où les mangeurs et mangeuses puissent mieux se connecter à ce qui est produit localement. Et il y a surtout une évolution très remarquable depuis la crise du Covid-19 et la crise du pouvoir d'achat liée au conflit ukrainien en particulier, c'est qu'on reparle de souveraineté alimentaire, de l'idée que dans chaque région, on doit consommer davantage de ce qu'on produit localement et on doit produire davantage ce que l'on consomme localement. Et cette idée-là me paraît extrêmement importante. Elle a toute une série de conséquences sur l'organisation des chaînes d'approvisionnement. Et au plus haut niveau, c'est maintenant une idée qui est en train de percer et de faire consensus. Merci beaucoup. Avec plaisir.